Juste vous présenter un petit peu l'équipe Caravanier et par la bande, vous présenter Caravanier aussi parce que je trouve que l'équipe, elle est au cœur de la façon qu'on travaille aussi. Pourquoi je dis ça? En fait, là, vous devinez qu'on est à équipe réduite. Les gens que vous voyez sur l'écran, c'est aussi beaucoup de nos guides qui ne sont pas forcément au bureau, mais qui sont au travers différents pays là, durant une année un petit peu plus normale. On a développé beaucoup de voyages au Québec dans la dernière année et demie pour garder ces gens-là aussi qui continuent de rayonner un petit peu autour du noyau de l'équipe qui est au bureau. Je vous dirais que l'essence un peu de Caravanier là, qui a été fondée par Richard Rémy, qui est aussi à l'écoute ce soir. On a un petit stress quand même. Mission 1, enregistrer la présentation pour Julie. Mission 2, bien présenter Caravanier parce que Richard est à l'écoute. Mais Richard a fondé Caravanier il y a plus que 20 ans maintenant, 22 ou 23 ans. À la base, en fait, Caravanier, pour ceux qui ne le savent pas, on se concentrait vraiment à offrir des voyages hors pays, vraiment à l'international, 1 ou 2 séjours aux États-Unis, mais le reste, c'était vraiment au-delà des frontières un petit peu plus éloignées, en Amérique du Sud, beaucoup avec le Pérou, la Patagonie, entre autres, Bolivie, en Asie, le Népal, l'Himalaya, qui est là depuis les tout débuts de Caravanier aussi. Puis là, bien, avec la dernière année et demie, on a développé toute une offre de séjour au Québec, dans l'Ouest canadien aussi, qu'on a dû un peu avorter l'été dernier, mais je pense que ces voyages-là vont pouvoir bien fonctionner l'été qui vient. Mais c'est quelque chose qui était comme nouveau pour nous aussi. Là. Puis ça s'est fait un peu dans l'urgence au début de la pandémie. Puis là, je pense qu'on prend le temps de mieux organiser ces voyages-là, qu'on veut garder aussi après là, avec la réouverture éventuelle des frontières. Donc, cette petite équipe-là dont je vous parlais au bureau, c'est vraiment les gens qui mettent vraiment la main à la pâte là, pour travailler les séjours, les créer, les tester, les guider, les préparer, aller faire l'épicerie, vraiment tout faire à la pièce, là, surtout pour ce qui est offert ici au pays. Puis à l'international, ben oui, on fait appel avec des équipes locales, évidemment, là, qui nous donnent un gros coup de pouce, qui sont non négligeables dans tout ça. Là. Il y en a avec qui on travaille depuis une vingtaine d'années aussi, qu'on a bien hâte de revoir, cela dit. Encore là, ben, dans les choses qui nous caractérisent peut-être aussi, là, Caravanier, on se fait un devoir de réfléchir nos itinéraires et notre façon de voyager pour le faire de façon responsable. On contribue là, à Planétaire à la compensation carbone depuis 1998 déjà. C'est inclus dans le prix du voyage que vous voyez affiché sur le site pour compenser les déplacements. Qu'ils soient aériens, il y a un petit montant qui est prévu pour les séjours au Québec aussi pour compenser le déplacement automobile en fait, qu'on fait pour se rendre dans les régions. On est aussi membre de 1% pour la planète. Puis il y a Richard qui s'est impliqué les dernières années là, avec l'AEQ pour inciter un petit peu les membres d'Aventure Écotourisme Québec à rejoindre le mouvement 1% pour la planète. Puis il y a le fonds plein air 1% pour la planète qui a résulté de ça. Cette année, là, les sous qu'on a réussi à ramasser avec ça sont allés, là, entre autres, au GREM près de Tadoussac, puis à la SNAP aussi, là, qui est une organisation environnementale québécoise. Voici pour cela. Donc, on en revient là, à nos frontières de la belle province. Moi, ce soir, je vais vous amener dans le secteur gaspésien, ici sur la péninsule gaspésienne qui est là. FX va plutôt vous parler du massif des Monts-Gros qui est juste à l'est du réservoir Manicouagan, qui est l'œil qu'on voit juste ici là, dans le nord du Québec. Je commence par la Gaspésie, puis comme je vous disais, ben, il y aura les Monts-Gros après la période de questions, là, après pour finir de vous démêler tout ça. Donc, à pieds joints, dans la péninsule gaspésienne. Déjà, pour démêler un peu les gens qui sont allés voir un peu notre site, j'ai mis en ligne là, comme 4 séjours différents en Gaspésie cet hiver. C'est les mêmes qui étaient affichés pour l'hiver dernier. Il y en a 2 qui sont en raquette, 2 qui sont en ski de fond hors piste. Je reviens tout à l'heure pour spécifier peut-être un petit peu plus ce qu'il y en est de l'équipement, peut-être pas pour les raquettes, mais en tout cas pour les skis de fond.
Les 2 séjours que vous voyez affichés en haut, là, Indomptable Gaspésie, Belle et Rebelle, ils sont de 8 jours chacun, 4 jours, 4 nuits, là, donc 5 jours dans le secteur du parc de la Gaspésie, réserve faunique des Chic-Chocs, donc plus montagneux. Puis on termine avec 3 nuitées à Gaspé pour aller profiter justement de la pointe de Forillon. Les 2 séjours qui sont dessous, là, les photos qui sont en dessous, Prendre l'hiver par les skis, puis Banquise, Forêt et Sommet. Même chose, ils sont offerts ceux-là en mars. Les 2 précédents l'étaient en février. Donc, c'est offert en mars, un en raquette, un en ski de fond. Et c'est les mêmes hébergements dans les 2 cas, 3 nuits dans le coin de Percé et 3 nuits dans le coin de Gaspé. À Gaspé, en fait, là, mais pour rayonner là, en rando, soit à ski, à raquette, autour de Percé et Forillon. Donc, dans le premier, les 2 premiers là, dont je vous ai parlé, on va passer 4 jours, là, puis un 5e aussi dans le même secteur, là, donc dans le parc de la Gaspésie qui est là. Pour vous situer, vous avez Murdochville. Il y a une petite route blanche, là, je ne l'ai pas sur ma carte, là, mais il y a une route qui traverse là, quelque part par ici pour rejoindre Murdochville sans avoir à repasser par la côte. Ceux qui suivent les nouvelles, c'est dans ce secteur-ci, toujours que la route 132 est amochée. Là, hier, on en a perdu un morceau. Il manque une voie. C'était un petit peu plus compliqué pour circuler. Donc, il y a une partie du séjour qui va se faire ici. C'est plus montagneux. C'est les plus hautes montagnes du sud du Québec qui sont dans ce secteur-là. Puis après ça, on va enchaîner dans le secteur de Gaspé pour profiter du parc national fédéral de Forillon puis de la région de Percé aussi un petit peu, dont je vais vous parler sur les 2 derniers séjours qu'on offre en mars. Pour ce qui est du parc de la Gaspésie, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le secteur et ou qui ne sont jamais venus en hiver, c'est très malheureux pour vous. Si vous connaissez le parc de la Gaspésie l'été, moi, l'hiver, c'est vraiment un endroit qui prend tout un autre aspect. Les sommets me semblent comme toujours plus imposants, plus spectaculaires l'hiver. C'est vraiment un paysage qui est à voir. C'est des sommets qui vont avoisiner là, les 900, 1000 mètres d'altitude. Nous, on va commencer dans un des cas là, en ski, on commence dans les Chic-Chocs. Le séjour en raquette, on va le terminer dans les Chic-Chocs. On va loger dans les 2 cas tout près du gîte du Mont-Albert que vous voyez là à l'écran. Là, ça, c'est l'auberge comme telle du Mont-Albert. Puis, il y a des petites rues derrière le gîte là, avec une vingtaine de chalets. C'est dans ces chalets-là que j'ai réservé qu'on va loger. Donc, c'est des chalets partagés pour ce qui est de l'hébergement. Les repas vont sûrement être préparés par le gîte et ou par le guide. Là, je suis à finaliser ça un petit peu, là, mais on va manger dans les chalets plutôt que d'aller à la salle à manger là, du gîte du Mont-Albert. Juste garder cette petite ambiance de groupe aussi. C'est des chalets qui sont tous équipés, poêle à bois, mais il y a du chauffage électrique aussi, une petite cuisine, salon avec 2 chambres de 2 lits doubles chacune, une salle de bain complète là, avec eau chaude et douche. Donc, c'est vraiment des chalets qui sont très bien. Là, on va les partager à maximum 4 voyageurs, sauf pour les repas où on va se regrouper dans un des chalets pour le plus propre, celui où les gens feront mieux leur ménage. Là, on ira se regrouper là pour manger. Donc, ça, c'est pour l'hébergement dans le parc de la Gaspésie. Pour ce qui est des journées, il n'y a pas de plan défini. C'est vrai généralement en hiver. Puis en Gaspésie, je pense qu'on est habitué. Là, déjà, la route est souvent fermée. Il peut y avoir de la poudrerie, il peut y avoir des bonnes chutes de neige aussi. Les départs ont lieu en février pour avoir des super belles conditions de neige, là, justement. Mais ce qu'on fait, en fait, comme on est vraiment logé au pied des montagnes, puis très, très près de pas mal tous les sentiers qu'on peut faire, soit à ski ou en raquette, le guide, il va présenter un peu la veille au soir, c'est quoi le plan pour demain. Puis le matin, on ravise en fonction de la météo, puis on fait la meilleure journée possible là, avec la météo puis les conditions de neige qu'on va avoir cette journée-là. Fait que ça nous laisse le fait d'être vraiment sur place, quand même pas mal de souplesse là, pour bien profiter du parc. Juste vous donner un aperçu des paysages. Là. Ça, c'est sur le plateau dans le secteur des Mines-Madeleine. Donc, c'est des beaux sommets. Moi, je trouve que le contraste qui est le fun avec ces sommets-là, c'est qu'on passe au-dessus de la limite des arbres. Dans la zone plus habitée dans le sud du Québec, c'est quand même quelque chose qui est plus rare, je vous dirais. Fait qu'on tombe vraiment dans une autre ambiance là, quand on se retrouve sur les sommets.
En cas de grand vent, ce n'est pas l'endroit qu'on va privilégier. On va se tenir plus dans les vallées. Le séjour raquette par rapport à celui en ski de fond, il y a certainement des zones exposées comme ça, là, ça c'est sur la crête des Vallières de Saint-Réal, qui sont plus faciles à faire en raquette. Donc, c'est plus probable qu'on y aille sur le séjour en raquette. C'est souvent glacé parce que très soufflé par le vent. Donc, pour le ski de fond, ça s'y prête peut-être moins, mais encore là, tout dépendra vraiment des conditions qu'on a là, au moment d'y être. Ça va faire certainement, en tout cas, un beau contraste avec ce qu'on va voir dans la région de Gaspé puis de Forillon à la fin de cette semaine-là et ou au début, là, pour ceux qui feront le séjour en raquette, où on se retrouve en bord de mer, donc avec des moins grosses montagnes. Un super bel enneigement aussi, mais vraiment, le paysage à Forillon, il se distingue plus par la proximité des crêtes puis des petites montagnes avec les villages qui sont autour, puis la banquise qu'on peut voir sur la baie de Gaspé aussi. En février, peut-être juste un petit mot sur la météo. Normalement, on est comme passé les grands froids vraiment plus marqués, je vous dirais, du mois de janvier. Mais ce n'est pas dit qu'il ne peut pas avoir des températures très froides en février aussi. Sur les sommets du parc de la Gaspésie, quand il vente, il peut vraiment faire très froid. Fait que, comme je vous le disais, ben, le guide il va adapter son choix là, de rando chaque jour là, en fonction des conditions météo. La liste d'équipements, elle est faite pour être prête à tout. Donc, même ski de fond, là, je pense que j'ai mis comme des bonnes lunettes de ski là, pour pouvoir aller sur les sommets si on se fait prendre par le vent un petit peu. Une fois qu'on passera dans la région de Gaspé, là, vous voyez là, Gaspé centre-ville, ici en bas, le pont là, vraiment qui relie le centre-ville avec le secteur de Alderman, Sandy Beach, puis le Cap Gaspé ici au loin. Donc, tout ça à l'intérieur, c'est la baie de Gaspé. Vous voyez la limite des glaces qui est pas mal toujours la même. Là, on a Penouille dans ce secteur-ci. Puis cette partie-là, elle gèle habituellement très bien l'hiver. On peut circuler dessus là, en motoneige, en ski. Puis au-delà de ça, de ces flèches de sable-là, l'eau reste libre. Ça fait vraiment des paysages très contrastés aussi, d'avoir comme la banquise en avant de la ville, puis vers les randos qu'on va faire dans Forillon, là, que la mer elle soit libre. Ça ajoute beaucoup au paysage. À Gaspé, on va être logé en auberge en occupation simple. Donc, c'est en hébergement partagé dans le parc de la Gaspésie, mais chacun aura sa chambre là, à Gaspé. C'est une petite auberge vraiment magnifique qui est située en plein centre-ville de Gaspé. Juste un petit coup d'œil, des paysages. Dans le parc de Forillon, les montagnes, elles sont petites. C'est vraiment pas, on ne battra pas des records de dénivelé là, ces journées-là, quoique le dénivelé cumulé peut être quand même relativement important, là, mais ce n'est pas la difficulté principale. Pour moi, la beauté de ces paysages-là dans Forillon, c'est vraiment la proximité de la mer. Il y a des villages aussi qui sont relativement proches, là, qui bordent vraiment Forillon. Là. En fait, toute la partie où il y a le parc national, ça a été exproprié pour créer le parc dans les années 70. Puis en bord de mer, il y a une partie des villages qui a pu être maintenue, que ce soit L'Anse-au-Griffon, Rivière-au-Renard qui est plus gros, Cap-aux-Eaux aussi. Puis dans les journées qu'on va être là, il y a des moments, des petites rencontres de prévues aussi dans ces communautés-là. Une photo que j'ai prise cet automne, c'est juste pour vous mettre un peu dans l'ambiance. C'est des petits bâtiments qui sont chauffés dans le parc de Forillon aussi. Il y a des petits refuges un peu similaires, quoique plus petits là, dans le parc de la Gaspésie, où on pourra s'arrêter certaines journées là, pour les randos, pour se réchauffer ou pour prendre le lunch. L'hébergement à Gaspé, donc qui est l'auberge sous les arbres. Vraiment charmante, c'est sur la rue de la Reine, donc en plein centre-ville, ce qui fait qu'en fin de journée, une fois qu'on est rentré, vous allez quand même avoir des fins de journée un peu libres. On se rejoint après ça pour le souper. Les soupers vont se prendre au resto à Gaspé. Peut-être qu'on ira faire une petite virée à l'Anse-au-Griffon là, pour aller souper là un soir aussi cet hiver. J'en profite pour glisser un mot peut-être sur le transport. Dans aucun des séjours, là, puis ça vaut pour les Montgros aussi, le transport, il n'est pas inclus.
Donc, vous devez vous rendre par vos propres moyens au point de départ, que ce soit le parc de la Gaspésie ou Gaspé ou même Percé, là, dans les 2 séjours que je vais vous parler maintenant. Puis être comme un peu autonome finalement là, au niveau du transport. Durant les séjours, par contre, presque chaque matin, là, il y a des 15 minutes d'auto à faire pour aller au point de départ de la rando. Là, on essaiera avec les règles en vigueur à ce moment-là là, par rapport à la COVID, de faire du covoiturage, là, puis de vraiment limiter le nombre de véhicules qu'on prend là, pour faire ce déplacement-là le matin ou en fin de journée, puis alterner là, un et l'autre. Un prend son auto le matin, puis un autre le lendemain. Il y a peut-être des journées où il y aura des courts transferts là, en petit autobus que j'essaierai d'organiser, notamment si on va souper à l'Anse au Griffon. Ça permet, d'aller visiter ce petit restaurant-là qui est vraiment très bien, qui est une belle initiative communautaire où on mange vraiment très bien puis on est bien reçu. Puis que chacun puisse prendre une bière, un petit verre de vin, là, puis d'avoir un transport fourni pour nous ramener à l'auberge après le souper. Donc ça, c'était 2 séjours que je vous présentais qui ont lieu en février, soit à ski, soit à raquette. J'enchaîne avec ceux qui sont proposés en mars, qui combinent, en fait, là, sont un petit peu moins longs, 7 jours au lieu de 8, qui combinent 3 nuits à Coin-du-Banc, qui est une communauté, je ne sais pas de combien d'habitants, mais c'est pas 100, je ne pense pas que c'est plus que 100 habitants, là, puis j'espère que personne de Coin-du-Banc m'écoute, parce que je ne veux pas dénigrer Coin-du-Banc, mais c'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Là, si vous ne savez pas que c'est un village qui a un nom, c'est vraiment comme une longue plage entre Barachois et Percé. Donc, on va être là 3 nuits en début de séjour, puis on enchaîne avec 3 nuits à Gaspé, à l'auberge sous les arbres aussi, encore là pour aller jouer dans le secteur de Forillon. Fait que là, les photos que je vous montre, c'est vraiment juste de la région de Percé, toute l'arrière-pays de Percé qui est peu fréquenté finalement, peu connu pour le plein air. Ça se développe tranquillement, mais c'est vraiment une super belle région. Donc, c'était l'idée aussi de ce séjour-là qui reprend un peu les mêmes hébergements que le séjour de rando qu'on a fait là, cet automne, qui est offert aussi au printemps, rando pédestre. C'est un peu de vous amener, c'est moins sauvage, c'est peut-être moins spectaculaire, quoique, là, le parc de la Gaspésie, mais vous allez toujours comme rencontrer des gens du coin à une saison où il n'y a pas de touristes ou très peu. Je trouve que ça rend les contacts encore plus intéressants. Moi, c'est une région que j'ai adoptée et je dirais qu'elle m'a adoptée aussi. Fait que, tu sais, sur ces séjours-là particulièrement, je vais essayer de faciliter un petit peu les rencontres, là, puis des petites activités, événements, dégustations de toutes sortes de choses là, avec des gens du coin qui ont chacun leur couleur, je dis. Donc, petite photo dans un des chalets là, qui est à Coin-du-Banc, à l'auberge où on va rester, qui est directement sur la plage, qui est vraiment très, très belle. C'est particulier parce qu'à Coin-du-Banc, il y a tout un historique. Là, les gens qui participent au séjour, les propriétaires de l'auberge vous la raconteront, mais on ne voit pas le rocher percé de l'auberge, mais c'est à peu près la seule place dans le secteur où on ne le voit pas, là, mais il est vraiment très près. Vous aurez compris que les randos elles vont être différentes, qu'on soit en raquette ou en ski de fond. Ce n'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes secteurs nécessairement qu'on va aller faire d'une journée à l'autre selon l'activité. Mais il y a de quoi faire dans un cas comme dans l'autre, notamment d'aller jouer un peu dans le géoparc, un réseau de sentiers là, qui est géré par la ville de Gaspé, là, qui est vraiment juste on part à pied en fait là, du village de Percé pour aller dans les sentiers du géoparc. C'est sûr qu'en raquette, certainement, en tout cas, on va y aller, possiblement en faire des parties aussi là, pour le séjour en ski. Je trouve que c'est une belle façon de découvrir cette région-là qui est quand même très touristique en été, mais de la découvrir d'une façon aussi complètement différente. La salle à manger de l'auberge à Coin-du-Banc, pour ceux qui ne savent pas, le Percé, c'est mort l'hiver. Il n'y a rien. Là. Donc, on va vraiment prendre les repas à Coin-du-Banc. C'est une vieille auberge très charmante, rustique, peut-être c'est moins confortable, je dirais, ou moins moderne, peut-être dans les aménagements là, qui ont été faits, puis la construction, elle est moins moderne que l'auberge qu'on aura à Gaspé. Mais c'est comme très chaleureux, ça craque, là, les planchers à Coin-du-Banc, c'est vraiment un charme d'être là.
Puis on va prendre les repas sur place aussi. Jean-François, le propriétaire de l'auberge, qui ne manquera certainement pas de nous faire déguster là, des petites saveurs régionales. On a fait ça cet automne. Voici le seul commerce avec l'épicerie qui est ouvert à Percé. C'est le pub de Petite Caribou. Il n'y a rien d'autre ouvert. On ira faire notre tour aussi. Là. Ça, c'est la galerie d'un des vieux chalets qui est tout près de Coin-du-Banc aussi. Donc, ces 2 séjours-là en mars, ils vont commencer dans cette région-là. Fait que de la petite montagne, des crêtes, j'aimerais ça en ski qu'on aille jouer dans l'arrière-pays, un peu vers Val d'Espoir peut-être. Ça m'amène aussi peut-être à vous parler là, pourquoi je demande des skis de fond hors piste plutôt que des skis de fond classiques là, pour les petits skis étroits. Il y a très peu de pistes qui sont tracées dans la région. Donc, d'avoir les skis de fond hors piste, ça nous permet vraiment d'aller plus large, d'aller jouer dans d'autres terrains de jeu, puis vraiment vous amener là où les guides, là, moi ou Jean qui devraient guider, on devrait être les deux à se séparer là, ces jours-là cet hiver, mais d'avoir les skis de fond hors piste avec les fixations backcountry plus solides un petit peu, puis des petites pots de phoque, ça nous permet vraiment de s'amuser puis d'aller au-delà des quelques rares sentiers tracés qu'il y a dans la région. Donc, c'était un peu ça pour l'équipement. Fort possiblement qu'à la fin de la présentation que fera FX aussi sur les Monts-Grou, il y aura des questions plus pointues sur l'équipement. Il y en aura peut-être entre la Gaspésie et les Monts-Grou aussi. Fait essentiellement, retenez le raquette. Peut-être juste en glisser un mot là, pour la Gaspésie, on peut vous en prêter une paire. Mais si vous avez les vôtres et que vous voulez apporter les vôtres, il faut juste s'assurer qu'ils ont des crampons, qu'ils sont adaptés pour la montagne, la rando en montagne. Mais sinon, on pourra vous en prêter. Puis pour ce qui est des skis de fond, malheureusement, il faut avoir votre propre équipement, être habitué aussi à l'utiliser, que les bottes soient confortables pour vous, les pots de phoque, vous êtes à l'aise avec ça. Puis ça, je peux donner des conseils là, à ceux qui voudraient aller s'acheter un équipement ou en louer un aussi. Là, il y a le parc de la Gaspésie qui peut nous faciliter les choses un petit peu pour la location des skis, pour ceux qui n'en auraient pas, de l'équipement complet de ski, en fait. Sur ce, FX, secrétaire FX, j'aime ça t'appeler de même. Ça me va bien. Je vais arrêter beau, de partager. Ça. Une belle photo. Ouais, merci. Je vais prendre la parole. Moi, je vais reprendre mon souffle pendant ce temps-là. Marie-Jo, pendant qu'on parlait, peut-être on va revenir pour l'équipement, comme tu as dit, mais une personne qui posait la question si les skis de haute route étaient une bonne option pour les voyages en Gaspésie en ski. Je m'excuse, j'ai été distraite. Pourquoi moi? Répète pourquoi toi? non, mais pourquoi les voyages... Pourquoi? Non, pourquoi... Excusez. En fait, si les skis haute route sont appropriés pour les voyages en Gaspésie dans lesquels on fait du ski. Oui. Le il signifie une petite hésitation à répondre. Ce que je vois comme petite contrainte, c'est juste qu'on n'irait pas forcément à la même vitesse. C'est-à-dire les gens qui arrêtent des skis de fond hors piste, qui sont pas mal plus étroits là, que des skis de touring, là, vraiment comme plus ski alpin, avec les bottes souvent en plastique, tout ça. Ça reste que c'est un équipement plus lourd, mais ça vaut un appel pour me parler directement puis voir si c'est négociable. Mais c'est sûr qu'en termes de progression, là, ça peut peut-être être comme créer 2 rythmes différents sur le groupe. C'est ça que je vais chercher à éviter, c'est sûr. C'est la seule question que je n'étais pas capable de répondre. Alors, je vais avec mes petits Monts-Grou, donc je vais partager mon écran. OK, excellent. Alors, fais juste me confirmer que tout est beau, Marie. Je t'entends bien et je vois ton écran. OK, super. Excellent. Donc, écoutez, les Monts-Grou. Donc, les Monts-Grou,
Donc, pour faire le lien entre moi, Caravanier et tout, donc ça, c'est une expertise que j'ai depuis des années, en fait, et que j'ai décidé de partager en intégrant l'équipe de Caravanier récemment. Alors, le fruit de tout ça, c'est des années de guidage un peu à gauche, à droite, dans plein de domaines, avec une autre agence spécialisée aussi dans les expéditions, dans les grands treks partout dans le monde. Et pendant la pandémie, en 2020, il fallait réinventer le tout. Il était trop tard pour aller skier en 2020, mais dès 2020, j'ai pensé à réoffrir les Grous, à les remettre sur la carte pour pouvoir proposer des expéditions encadrées dans le cadre de la crise j'allais dire qu'on vient de passer, mais c'est faux, dans lequel on est encore aujourd'hui, quelques 18-19 mois plus tard. Donc, les groupes, pour moi, rappelaient un peu tout cet esprit d'expédition, cet esprit qu'on peut retrouver presque partout dans le monde, dans les plus hauts sommets, dans les contrées les plus éloignées, mais chez nous. Donc, les groupes, voici en gros les points forts de ça. Donc, c'est un des très beaux massifs de ski, ou de massifs de montagne qu'on retrouve au Québec. Massif qui est situé au 51e parallèle nord. Vous l'avez vu tout à l'heure, peut-être sur la carte de Marie-Josée. Là. Donc, on est vraiment dans la côte nord. On est à côté du réservoir Manicouagan. Donc, c'est aussi un environnement où on risque fortement d'être seul et isolé, ce qui est rare de ces jours-ci. Donc, être seul au monde dans un environnement qu'on contrôle, parce que ça va être le cas. C'est de donner un petit peu de nordicité, d'expédition polaire, mais tout en restant dans un environnement, encore une fois, qui n'est pas si extrême que ça. Donc, c'est goûter au nord. En fait, c'est un petit teaser, pardon. C'est aussi un souci de confort parce que l'expédition que je vais vous proposer, c'est donc un campement fixe qu'on va faire dans les groupes pour rayonner ensuite en ski. Donc, vous allez voir pas mal de photos de camps de base, de bonne nourriture, de tout ça. Donc, comment maximiser le confort dans le contexte d'une expédition hivernale polaire ou presque polaire. Et puis, plusieurs petits à côté, comme entre autres la station Wapishka, la culture Innu, la cuisine peut-être, parce que tout ça reste toujours un peu incontrôlable. Bref, goûter à une autre culture, une culture amérindienne qu'on trouve sur la côte nord. Donc, en gros, ce sont les points forts de ce voyage. Je continue donc pour situer géographiquement tout ça. Donc, le voyage commence et se termine à Bécomo. Donc, c'est rendez-vous là-bas, comme on a déjà discuté. On ne s'occupe pas du transport des gens, mais on va faciliter un covoiturage. À partir de Bécomo, voire même avant, en mettant les gens en relation pour pouvoir faire l'économie d'essence, économie de déplacement et maximiser les voitures. Donc, on part de Bécomo, on visite Bécomo, on explore la région parce que toute la thématique du fleuve qui est mer à ce moment-là. Pas à ce moment-là, mais à cet endroit-là. On monte vers le nord, donc en passant par le réservoir Manic 5 et le barrage Manic 5, qui fait partie de l'histoire du Québec, forcément, qui est encore un monument de construction humaine qui est impressionnant. On se dirige vers la station Pointe-Pichka, qui est sur les abords du réservoir Manicouagan, pour ensuite explorer les monts Grou, qui sont, comme je vous ai dit tout à l'heure, au-delà du parallèle 51. Et le tout, c'est un aller-retour sur cet axe. Donc, en image, Bécomo, photo d'été, là. Mais quand même, Bécomo est à découvrir. On y passe un peu de temps parce que dans l'esprit de construire un forfait, dans l'optique d'avoir, éventuellement, je vais vous parler de ça, mais d'un rabais proposé par l'ARF, donc une réduction pour les forfaits voyage, eh bien, on a décidé d'explorer la thématique du fleuve, la thématique de Bécomo, avec un partenaire sur place. Donc, il y aura exploration de cette ville, du fleuve. On va voir aussi avec la tyrolienne un petit peu plus tard.
Donc, on n'inclut plus, à l'époque, quand je travaillais de mon côté, j'incluais une nuit au manoir Bécomo, mais ça, c'est une suggestion maintenant, puisqu'on va partir, nous, de Bécomo le matin après avoir passé la nuit, mais on va vous proposer plein d'options, quelques options d'hébergement. Et puis, le manoir Bécomo, quand même, un petit joyau sympathique et voire historique de la ville. Donc, c'est un beau petit endroit là, pour se mettre dans l'ambiance de la Côte-Nord avant de partir vers les Gros, hein, pour faire une bonne dose de confort. Donc, plusieurs options sont possibles puisqu'on ne sait pas encore exactement comment on va thématiser notre court séjour, notre demi-journée en fait à Bécomo, soit par une marche en bord de fleuve, soit par la Tyrolienne ou Via Ferrata. Ce sont des photos d'été d'un partenaire qui s'appelle Attitude Nordique. Mais avec eux, on va se donner une petite dose d'adrénaline pour faire une expérience en bord de fleuve, donc que ce soit par la marche ou comme ça. la... Ça sera plutôt Via Ferrata, by the way, là, plutôt que la tyrolienne, mais je trouvais tellement sensationnel ces photos de tyrolienne que ça m'intéressait de les mettre. On va faire un petit dîner avec les produits locaux, leurs spécialités à eux là-bas. Et en parlant de produits locaux, ben, pour moi, c'est toujours important de faire le plein de tout ça. Je suis assez épicurien de nature, donc il y a deux belles choses qui se passent à Bécomo. C'est le Nord-Côtier avec leur gin saveur de baie de Genièvre de la Côte-Nord et la bière de la Saint-Pancras qui offre une belle mosaïque très arc-en-ciel de bières de la Côte-Nord et qui ont tous leur petite histoire par leur nom. Donc, c'est très, très intéressant. Donc, ça fera partie de l'univers gustatif de ce voyage. Parce que toujours après l'effort, le réconfort, ça, c'est un petit motto qui est bien important pour moi. Il faut savoir que ce voyage-là que je vous propose, qu'on vous propose, c'est un voyage qui n'a aucun intermédiaire. Donc, on a tout construit, nous, depuis de A à Z. On part du principe où on fournit tout l'équipement, où on fait tous les repas. Donc, tous les repas sont concoctés par moi, puis un ami, puis un autre guide de caravanier. Donc, on fait tout ça de la maison, c'est mis sous vide, c'est empaqueté, numéroté pour chaque jour et puis monté dans le nord en voiture. Donc, vous comprenez un peu l'aspect artisanal là, de ce voyage-là. C'est beaucoup de gestion, d'organisation, mais en même temps, c'est un trip merveilleux puisqu'on contrôle tous les aspects, ou presque, de ce voyage, sauf la météo et les conditions de neige, je dirais. Donc, en cours de route, on monte, comme je vous ai dit, de Bécomo à Manic 5. Ça va devenir un arrêt souvent midi, snack, lunch à Manic 5 direct depuis le petit lac Louise, pas celui des Rocheuses, mais un petit lac qui est à côté du barrage. Donc, on va un peu voir toute l'histoire de ça, tout son génie d'ingénieux, en fait, son génie civil, en fait, qui est derrière tout ça. C'est quand même une partie de l'histoire du Québec qui est importante. Un barrage qui a été construit, qui est terminé de construire en 68, qui porte le nom aussi de Daniel Johnson, puisque Daniel Johnson, lors de son inauguration, est décédé pas longtemps après. Donc, tout ça, c'est l'histoire de euh, comment on dit donc, bref, l'histoire du Québec des années 60. Alors, on monte vers la station Wapishka et ça sera notre premier camp de base. Premier camp de base pour 2 nuits. Donc, c'est une auberge, un hôtel presque, qui est situé aux abords du réservoir Manicouagan, à côté des Monts-Gros, kilomètre 336. Et à partir de ce lieu, on va rayonner pour se mettre un peu dans l'ambiance des Monts-Gros, du réservoir Manicouagan. Donc, c'était construit tout récemment, fin 2018. C'est à connotation amérindienne, c'est-à-dire c'est un genre de partenariat qui permet l'émancipation de la communauté Innu-Pessamite.
Donc, tant au niveau peut-être du staff sur place, de la cuisine, etc. Donc, c'est un bel hybride là, entre la communauté de Bécomo et justement les Inuits et qui nous permet d'avoir un hébergement quand même très confortable et pour les lieux. Donc, il n'y a pas d'équivalent de loin dans la région. Alors, à partir de cet endroit, on aura une exploration qui se fera pour se mettre un peu dans l'ambiance des Grous. Tout d'abord, avec le mont Arfan, que je vais parler plus tard. Je vais juste un peu vous présenter le bord, un peu l'ambiance qu'on a aux abords du réservoir Manicouagan, avec ces paysages de fin de journée hivernale, de la fin de saison. Donc, on est à cette époque-là à peu près vers la fin mars. C'est une période très spécifique que je vise puisque je veux. En fait, il y a plusieurs facteurs pourquoi on choisit la fin mars. C'est d'abord parce que le manteau neigeux commence à se stabiliser, il commence à s'écraser, donc ça devient agréable de pouvoir skier dans les Grous à cette époque-là, skier au raqueté, on va voir tout à l'heure. C'est aussi parce que c'est la fin de saison des motoneiges, puisqu'il y a des explorations comment dire, du divertissement en motoneige qui se fait à partir justement de la station dans les Grous, dans les zones subalpines, pas les zones alpines. Et ça, la saison se termine le 25 mars, notre départ est le 26. Et aussi parce que, bon, on vise des conditions météo qui sont un petit peu plus clémentes comme on pourrait avoir au cœur de l'hiver, c'est-à-dire des températures qui vont osciller plutôt autour de moins 10 degrés Celsius pour des journées même qui, des fois, peuvent aller légèrement en haut du zéro. Donc, on est dans un pré-printemps, disons-le comme ça, au niveau de la météo. Pour le type de ski ou le type de locomotion qu'on propose là-bas, c'est deux choses. On va avoir une journée au Mont Arfan, puisque quand je vous dis exploration autour de la station Wapishka, c'est ça. Mont Arfan, c'est le premier. Et ça se fait principalement en raquette. Okay? Puisqu'en ski, ça commence à être un peu complexe. On a aussi l'option du ski hut. Donc, pour la portion des monts Grous en tant que tel, on a 2 ou 3 options. C'est-à-dire le ski hut, qui est un ski raquette, donc qui est un ski qui a une fixation qui permet d'avoir des bottes régulières de marche, qui a une peau de phoque intégrée pour pouvoir monter et qui permet une certaine aisance à descendre lorsqu'on aura des descentes. Okay? Donc, on va demander aux gens si vous pensez avoir ça là, pour la fin mars 2022, de vous pratiquer cet hiver parce que ça demande une certaine dextérité, une certaine, comment dire, initiation à descendre avec des fixations de ce genre-là. On va proposer aussi le ski cross-country avec des pots intégrales. Donc, c'est des skis qui font hors piste, selon le langage que vous utilisez. Et pousser aussi vers le ski haute route ou le ski de randonnée alpine. Donc, qui est un ski alpin qui permet d'avoir une fixation où on peut être en mode montée et descente avec, encore une fois, des pots de phoque intégrales, puisqu'il y aura beaucoup de montées et beaucoup de descentes dans l'itinéraire qu'on vous propose. C'est un relief qui n'est pas très, comment dire, très agressif. C'est des vallons, mais les vallons vont faire entre 200 et 300 mètres de dénivelé à chaque fois. Donc, chaque journée, on peut se retrouver à monter, descendre pas mal, avoir beaucoup de transitions pour ceux qui vont avoir des pots à mettre ou retirer. Donc, on suggère vraiment d'être soit à l'aise en ski en ski cross-country, donc en ski, je me confonds dans les noms de ski, là, en ski de fond hors piste, ou d'avoir une certaine aisance avec le ski haute route. Okay? Donc, on parle vraiment de randonnée à skier. Et voilà sur la carte le plan de match. Donc, j'ai ici la vieille carte des Monts Grous. Si peut-être certains d'entre vous, ça vous dit quelque chose. Donc, on a toujours le secteur sud, le secteur nord. Il y a deux entrées mythiques des Grous, le kilomètre 335, le kilomètre 365. Chez Michel ou chez Jacques. Maintenant, au kilomètre
65, il y a aussi Guy Boudreau, qui est un nouveau résident depuis une couple d'années. Mais ça a toujours été ça, hein, les fameux personnages des Monts-Roux que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est ça. C'est soit la traversée, tu fais du nord au sud ou du sud au nord, ou notre plan à nous, qui est un camp de base. Donc, camp de base qu'on prend à partir, en fait, qu'on établit dans le cœur des Monts-Roux, et on va y avoir accès par le ruisseau Provencher, donc par le kilomètre 335. Donc, par le sud, puisqu'il est plus évident, plus facile et plus court d'y accéder au cœur des Monts-Roux que de partir par le nord. Alors, si vous regardez à droite, ou si je me concentre un petit peu sur cette carte-ci, donc vous voyez la pourvoirie du prospecteur, ça c'est anciennement ce qu'il y avait avant la station Wapishka. Maintenant, la station Wapishka a à peu près pris ce territoire-là. Donc, on est à 1,5 km là, de notre entrée au ruisseau ou au torrent Provencher, au kilomètre 335. On fait un accès qui va nous mener via le lac Castor et tranquillement par les vallées jusqu'au lac Jaseur. Ça, c'était le plan en 2021. Ça sera certainement encore le plan pour 2022, mais on va voir selon l'historique de l'hiver qui s'en vient. Okay? Donc, vous voyez, l'étoile, c'est notre camp de base. Et tous les petites pyramides ou sommets rouges sont les lieux d'intérêt que moi, j'aime explorer en ski là-bas. Donc, vous comprendrez bien qu'il y a une journée d'arrivée, une journée où on se rend au camp de base, une journée où on en ressort, et 3 journées où on fait des boucles d'exploration complètement différentes dans ces différents massifs-là. Okay? Donc, par expérience, c'est vraiment une palette de couleurs ou une impression différente qu'on a à chaque jour. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le mont Verrier, c'est le mont ou le lac Goéland, le massif du Nomade, le lac Magique et Oxyria, puis le lac de la Plénitude, si on a des bonnes conditions, puis si on veut faire un petit peu plus de déplacement. Donc, mais tout ça, c'est génial. Puis au retour, Massif Provencher, un grand classique avec la superbe vue qu'on a sur le réservoir Manicouagan depuis son sommet. Donc, un petit peu d'histoire. Donc, les guides c'est moi d'abord qui propose ça, qui va l'encadrer. Et je serai en compagnie d'un guide de caravanier. Ça se pourrait même que ce soit Marie-Josée, ça se pourrait que ce soit Simon. Bref, il y a plein de possibilités. Mais l'idée, c'est que moi, je mets un peu mon expertise qui remonte à 13 ans aujourd'hui, ou voire 14 ans en 2022, là. Donc, depuis 2008 que je parcours les montagnes des Groux de manière aléatoire là, en termes de fréquence. Mais ici, je tenais à faire un peu le petit clin d'œil avec 2008. Il va y avoir une couple de photos vintage là, pendant la présentation, mais entre il y a 13 ans puis maintenant, toujours à la cabane à Jacques, qui est maintenant repris par un gars qui s'appelle Pierre, qui vient soutenir physiquement et mentalement Jacques, qui aujourd'hui a 83 ans quand même, et qui vit toujours en autarcie et en autonomie dans sa cabane. Donc, un petit peu de vintage ici. Donc, 2008, en raquette, à l'époque, on le faisait. On utilisait aussi la bonne vieille carte topo avec boussole et GPS. Aujourd'hui, on utilise d'autres techniques d'orientation, d'autres types de locomotion aussi. Donc, on est plus vers le ski, mais ça reste que c'est le même territoire incroyable à découvrir. Quelques personnages sur place. Donc, il n'y a aucune garantie par rapport à les rencontrer, à les voir. Mais Michel et Jacques, et puis maintenant Guy, ça reste quand même des gens qui habitent et incarnent profondément les Groux. Et puis d'aller prendre le thé du Labrador avec eux, ou aller partager un repas si possible, ou juste aller les écouter parler, surtout Michel, c'est une expérience en soi. Puis j'ai mis le mot authentique, mais là, il n'est pas galvaudé, pas du tout. Donc, ces gars-là, je les connais. Ça fait des années que je les côtoie. Pour moi, ça fait partie de la culture des groupes. C'est quelque chose que je veux partager.
Première immersion dans le massif de montagne, le Mont Arfan. Le Mont Arfan, c'est une montagne qui fait quasiment 900 mètres, qu'on prend de la route 389. Parce que vous savez aussi, la route 389, ça va être un acteur du voyage. Donc, on part de Bécomo, on fait 336 km sur cette route-là. Elle est de mieux en mieux, hein, mais il y a une époque, c'était un challenge de la faire l'hiver. Maintenant, je ne pourrais plus dire ça aujourd'hui en 2021. Mais tout le long de cette route, il y a une super belle montagne qui se fait très bien en raquette et qui tout de suite met la table pour ce qui va s'en venir, qui va nous permettre de voir plus loin ce qu'on va aller explorer dans les jours suivants. Donc, le mont Arfan, qui se fait dans toutes les conditions et souvent nous permet de voir un paysage incroyable, une vue incroyable sur le réservoir Manicouagan. Okay. Donc, c'est une boucle qu'on fait. On monte d'un côté, on redescend de l'autre et on fait une petite navette. Donc, maintenant, pour les gros, tout va commencer et terminer par ces fameux panneaux. Donc, bienvenue dans les Monts Gros, territoire d'autonomie et de découverte. Donc, c'est l'esprit des Gros. Les Gros, c'est quoi? C'est un territoire, c'est des terres de la couronne, en fait, qui sont gérées par nos BNL, qui s'appellent les Amis des Monts Gros, qui dépendent juste des dons et du temps que les gens donnent pour développer le territoire, aménager les trails d'entrée et de sortie du massif, surtout l'été. Et puis sinon, c'est d'essayer de préserver l'aspect sauvage de ce territoire-là sans être dans l'organisation comme on peut voir avec la CEPAC ou autre. Donc, on demande aux gens qui explorent les Gros d'avoir soit une structure encadrée comme nous on la propose, ou soit une capacité d'autonomie complète, puisque c'est ça l'esprit des montagnes. Donc, voilà un peu le topo. Alors, nous, l'exploration qu'on fait part du ruisseau Provencher. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on va remonter ce torrent-là sur 7 km, okay? Sur un territoire comme on peut voir ici. Là. Donc, ce sont des photos qui ont été prises en 2021. Et évidemment, l'historique de l'hiver, on va le savoir une semaine avant. Qu'est-ce que ça va dire? Mais il faut remonter le torrent, ça c'est sûr. Il est gelé en profondeur. Il ne faut pas oublier qu'on est au 51e parallèle. Donc, à cette latitude-là, on s'attend à ce que ce soit l'hiver convaincant, contrairement à ce que ça pourrait être autour de Montréal. Donc, petite photo vintage aussi, mais qu'on a toujours eu les mêmes petits défis de passage escarpé, de zones dégelées, etc. On passe des traîneaux, on ne passe pas de traîneaux. Maintenant, nous, puisqu'on fait un accès, je vous parlerai tout à l'heure que les bagages montent en motoneige, ben on sera avec des sacs relativement euh, relativement légers, et en ski ou en raquette ou en ski raquette selon la composition du groupe. Okay? Donc, évidemment, je dis raquette, là, mais tout de suite, on peut l'éliminer des options. Donc, c'est ski raquette, ski de fond hors piste ou ski haute route, de manière à avoir une certaine cohésion de rythme dans le groupe. Les campements d'hier à aujourd'hui. Alors, à l'époque, on faisait des tentes tout pic comme ça, avec des petits poêles à bois. Ça se retrouvait qu'en bout de ligne, on faisait pas mal de coupe à blanc. Il fallait brûler du bois pour se chauffer, il fallait couper des arbres pour pouvoir mettre les structures de tentes, etc. Ça rentrait dans l'esprit des Gros, je vous dirais, un peu trappeur pionnier, là. Mais maintenant, avec l'engagement de caravanier et tout ça, on essaie d'y aller plus en mode Leave No Trace. Alors, ça, c'est super important. Mais bon, quelques petites photos vintage comme ça qui nous rappellent le temps qui passe. Et les poils blancs que je n'avais pas à l'époque. Par contre, ce souci de la bonne bouffe, ça, il va toujours rester et ça, j'en parlerai plus tard. Donc, le transport en motoneige, des bagages. Donc, c'est pour moi dans l'esprit de rendre ça plus confortable, plus accessible. Donc, on va demander aux gens de délester un certain volume, un certain poids de stock sur les motos et de manière indépendante, le matériel va être monté à un point, un lieu qu'on va déterminer comme étant notre camp de base. Okay. Alors, on s'attend à avoir un sac entre 10 et 15 kilos sur le dos pour la montée et la descente et tout le reste du matériel commun et personnel sera fait en motoneige.
C'est un gros boulot pour les motoneigistes. Ce n'est pas un sentier d'accès qui est facile. Les conditions sont des fois très ambivalentes là, par rapport à la température pré-printemps et tout. Donc, c'est une méga job pour les gars de moto qui font ça, mais ça nous permet d'avoir un camp que je vais vous présenter qui est, à mon avis, difficile à battre en termes de confort. Donc, 2 grandes tentes, une tente repas, une tente cuisine / équipement commun. Qu'on peut voir sous différents angles ici. Ce sont tous des photos prises cette année. Donc, le camp, la tente cuisine devient aussi la tente des guides, hein, parce que souvent, on a à se coucher tard et se lever tôt là, pour pouvoir assurer le service de bouffe tout le temps. Et tente commune qui est chauffée et éclairée par un système de fanal et de chaufferette au propane. Okay? Donc, on amène des gros 20 litres, propane, tout ça. C'est vraiment chaleureux, je peux vous le dire. On a des matelas pour s'asseoir, on a une table qu'on fait en neige, on met un plywood 2 fois quand elle devient un petit peu trop sale ou fondue. Et c'est la vie de camp de base. Donc, pendant 5 jours, au cœur des Mongols, complètement isolés. Donc, petit topo aussi de ce qu'on vous prête pour l'expédition. Donc, des bons matelas isolés exped avec du duvet, des tentes à 2 ou des tentes, en fait, c'est des tentes pour 2 ou pour une personne, ça va dépendre de la composition. Souvent, ces tentes-là peuvent accueillir 3 personnes, on va mettre 2 dedans. Donc, question d'avoir de la place pour ses équipements, pour bouger un peu, etc. Et on va se constituer notre campement en se créant des murets, en faisant son environnement, comme là, on peut le voir sur la photo. Et si je fais un petit zoom out de tout ça, donc à l'époque, en 2021, on était sur le bord du lac Jaseur, dans un endroit bien protégé du vent et des conditions. Mais ça reste que quand on y réfléchissait, ben, on était vraiment isolé, finalement, puisque avec toute l'exploration qu'on a pu faire pendant une semaine ou presque, on a croisé une équipe qui était à peu près à 18 km de notre campement. Une équipe d'environ 5 personnes. Donc voilà. Je continue. Donc, le campement est élaboré, campement est confortable, on se crée du bon temps et puis l'aspect bouffe sera un élément clé, je vous dirais, de cette expérience-là. Je vous ai dit que je cuisinais de la maison avec l'aide de collègues. Donc, on fait en sorte qu'on va faire un menu qui est tout sous vide et congelé, transporté en motoneige dans des caissons, des glacières, et qu'en bain-marie, on fait réchauffer. Donc, on peut faire des blanquettes de veau, on peut faire toutes sortes de plats mijotés riches et consistants avec un paquet d'accompagnements comme ça qui viennent compléter l'expérience. On mange même du frais, saumon grillé, par exemple, pesto, fromage de chèvre. On a des options végé aussi parce qu'on essaie d'avoir un menu qui est 25 végé par notre implication environnementale aussi. Donc, l'expérience culinaire est un point fort de ce voyage-là. Et puis, moi, c'est mon expertise en particulier. Donc, ça fait 20 ans que je suis dans l'univers de la cuisine et de la cuisine d'expédition maintenant. Donc, j'essaie toujours de peaufiner cet art-là. Et puis, dans les grosses, j'ai carte blanche complètement pour ça. Et puis, vraiment, à chaque édition, on se dit non, ça, on aurait dû en rajouter des quantités, ça, on aurait dû couper ça parce que c'est trop long à exécuter ça. Les gens, finalement, auraient pu préférer telle chose. Donc, chaque année, il y a une certaine maturité qui est gagnée. Mais en gros, c'est une chose est sûre, vous ne manquerez pas de nourriture et vous n'aurez pas non plus de carence de dire ah, j'ai assez hâte de revenir en ville pour manger telle chose. Même les photos vintage le prouvent. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un gros boulot pour moi, mais puis pour l'autre guide qui va être là, mais ça fait partie de l'expérience. Et puis, c'est ce qu'on veut donner hein, comme expérience. Voilà. Donc, le but à partir de là, ça sera de rayonner. Comme je vous ai dit, 3 jours, 3 boucles, 3 régions des groupes différentes. Je mets quelques photos. Ça peut, mon expérience, mon idée à partir de ce moment-là, c'est pas de tout vous dévoiler, mais plutôt de vous mettre
un peu dans l'ambiance, de voir un peu quel type de terrain c'est. Évidemment, il n'y a aucune trail, j'allais dire aucun sentier. On est toutes à carte boussole et GPS. On a des tracés maintenant dans nos appareils qui nous fait rappeler les highlights de tout ça. Il y a certains endroits où je me dis à chaque fois, c'est là absolument, il faut que j'y aille. D'autres, on va aller explorer ça la prochaine fois. Mais pour moi, c'est pas parce que j'ai trippé un endroit une année que je vais nécessairement le reproduire dans une autre. J'aime l'aspect de création du moment. J'aime m'adapter évidemment à la météo, m'adapter à la force de ski des gens. Pour la montée, pour les descentes, etc. Donc, pour moi, c'est bien important d'être un peu créatif, d'avoir une super ouverture d'esprit par rapport à ça, une capacité d'adaptation très forte, puisque, souvenez-vous, nous sommes seuls dans un rayon très large de civilisation. À part la station Wapishka, il n'y a absolument rien à des kilomètres. Donc, il ne faut pas oublier cette perspective-là en termes de sécurité et d'expérience. Je trouvais que cette photo-là représentait un peu ça, tant en 2021 qu'en 2008, ici en raquette. Le massif des Groux est un massif superbe qui permet d'aller n'importe où selon l'intuition du moment. Et c'est ça la liberté, c'est ça la beauté de ce voyage-là. C'est justement de ne pas se faire dire où aller, quand y aller. On y va avec l'instinct et le momentum du groupe. Donc voilà, chaque journée, donc c'est pas matin au soir, là, mais on part peut-être vers. Toutes les transitions prennent du temps. On va se lever quand il commence à faire clair, vers 6h30 à peu près. On prend le temps de déjeuner, s'installer, etc. Tout est un peu long. Donc, on va repartir à skier peut-être à 8h30, 9h, puis on va revenir à 4h, un peu avant l'obscurité qui est vers 6h. On va se laisser du temps de camp de base à la fin de la journée pour se décontracter. Certains, après ça, veulent faire d'autres boucles. On les accompagne. On est toujours 2 guides sur ces voyages-là, qui permet d'avoir souvent 2 rythmes, 2 options de ski aussi, 2 options de descente. Il ne faut pas se le cacher, là. Donc, pas tout le monde qui est à l'aise de faire des beaux grands S là-dedans ou de prendre des vallées plus simples. On va être là pour vous accompagner. Okay? Donc, vous voyez un peu le type de neige, là. Nous autres, le premier départ l'année passée, qui était le 25 mars, on a eu à peu près 10-15 cm de neige fraîche à chaque jour. Donc, c'est un super territoire pour ça. Puis après ça, vers la deuxième course, ça s'est réchauffé un peu. On a eu des températures pas mal plus clémentes, beaucoup de soleil, parce que vous voyez beaucoup de photos ennuagées. Ça, c'est le prix à payer pour avoir des super conditions de neige. Et puis, des fois aussi, les belles conditions printanières sont agréables à prendre parce que c'est moins stressant pour le corps, c'est moins froid, là. Donc, on a eu des températures qui ont oscillé entre moins 20 la nuit et légèrement en haut de zéro, là. Donc, le gap est assez grand, mais ça reste que c'est ça. C'est ça le printemps au Québec, c'est les pics de température. Il faut s'attendre à tout. C'est vraiment, on est en mode hivernal. Donc, tant mieux s'il fait plus chaud, mais il faut être dans l'esprit que la nuit pourrait aller jusqu'à moins 20. Donc, c'est du camping hivernal, même si tous les campements sont chauffés. Quand on va se déplacer dans sa tente individuelle, ça va être la chaleur de votre sac de couchage. Donc, voilà un peu d'autres images là, pour terminer ma présentation. Donc, oui, il y a des extrêmes de température. Oui, il y a des écarts souvent entre l'après-midi et la nuit. Il y a des bons moments et des moments de détente au soleil, comme il y a des moments où on se dit « Mais qu'est-ce que je fais ici? » Bref, les Groux, c'est ça. Il faut s'attendre à tout. On a 2 départs proposés, donc premier du 26 mars au 2 avril et un second du 2 au 9 avril. Il faut savoir particulièrement que le premier départ, donc celui du 26 mars, aura la réduction proposée par l'ARF de 35 %. Le second, c'est en négociation en ce moment, puisque les bourses et les budgets
fondre comme neige au soleil. Donc, nous sommes à négocier ça en ce moment. Ça se pourrait qu'il y ait des modifications pour permettre de l'avoir. Mais pour l'instant, ce qu'on peut garantir, c'est que le premier départ a une réduction et le second, ça va certainement venir. Donc, voilà pour ma portion des Mongrous. Alors, je repasse la balle à Marie-Josée. Merci beaucoup, FX. Je peux peut-être préparer vos questions, tout le monde. Si ça fait longtemps que je n'ai pas joué dans Zoom, là, vous devez être capable de lever une petite main jaune. Là, puis si ça ne fonctionne pas, levez la main visuellement, là, puis on va prendre vos questions. En attendant, peut-être juste quelques petites précisions, là, parce qu'il y a des petites choses que tu m'as fait penser, FX, là, pour les séjours en Gaspésie, le rabais de 35 le rabais de 35 le rabais de 35 sur le prix qui est affiché sur notre site, il est valide là, pour tous les séjours en Gaspésie de février-mars. Ça vous fait quand même un rabais appréciable. Là. Donc, il restera à voir pour le départ d'avril pour les Mongrous, s'il s'appliquera aussi. Sur ce, ben, à tous, je vous souhaite moi, un beau temps des fêtes. Profitez-en bien, que vienne la neige vivement, rapidement. On n'en a pas ici encore à Gaspé, mais on a hâte. Puis profitez du début d'hiver là, sur ski, sur raquettes, sur souliers de course. Profitez bien. Chinas Kumitin. Merci. Aninou. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci.